les mathématiques ne sont pas une moindre immensité que la mer. Quel est, là, maintenant, tout de suite, le plus grand nombre auquel vous pourriez penser? 1 milliard de milliards? Un Google? Dodongo? 8? Non, ça va faire un peu court. On pourrait penser par exemple à 9 ou 11 carrément. Un truc dans les dents. Ouais. Bah oui, mais c'est quand il passe le plumeau aussi. Le vieux schnock là. N'importe quoi. Falloir détartrer ça, un de ces quatre. Enfin, en tout cas, non. Tu vois, 8, c'est pas assez. On peut... 11, 17, 24 même, pourquoi pas. Ouais, je sais, ça fout le vertige. Enfin, jusqu'où peut-on compter comme ça? Eh bien, à Birmingham, en Alabama, entre le 18 juin et le 14 septembre 2007, soit pendant 89 jours durant, Jeremy Harper n'est pas sorti de chez lui et il ne s'est pas rasé. Pas parce qu'il était asocial, non, il voulait simplement prouver que ce qu'il était sur le point d'accomplir était réalisé sans trucage. Des spectateurs pouvaient ainsi l'observer par le biais d'une webcam alors qu'il passait le plus clair de son temps à compter, à voix haute, en plus de se laisser pousser la barbe s'entend, ce qui, pris individuellement, aurait été un bien piètre spectacle. Déjà que, bon, c'était pas particulièrement fascinant non plus, hein, on va pas se mentir. Son but, c'était d'atteindre un record afin de figurer dans le Guinness Book. En prenant régulièrement des pauses pour manger et pour dormir, bien sûr, il a donc mis 89 jours pour compter jusqu'à 1 million. Oui, Dodongo, c'est plus que 8. Alors, je vois déjà certains d'entre vous être un peu déçus. 1 million, quand on y pense, c'est pas tant que ça. Eh bien, repensez-y tout de même un petit peu, en ajoutant un peu de perspective. 1000 secondes font environ 17 minutes, 1 million de secondes font plus de 11 jours. Et alors, 1 milliard de secondes, souvent on ne s'en rend pas bien compte, mais c'est tout de même plus de 31 ans. C'est beaucoup. Mais bon, continuons de grimper un peu, voulez-vous? La légende nous dit qu'en Inde, le roi Belkib, qui s'ennuyait à la cour, oui, manifestement certains ont la vie dure, demanda qu'on lui inventât un jeu pour le distraire. Le sage Sissa invente alors un jeu d'échecs, ce qui ravit le roi, et on le comprend. Sans blague, mettez-vous aux échecs, c'est passionnant. Pour remercier Sissa, le roi lui demande de choisir sa récompense, aussi fastueuse qu'elle puisse être. Sissa choisit de demander au roi de prendre un plateau du jeu, et sur la première case d'y poser un grain de riz. Ensuite 2 sur la deuxième, puis 4 sur la troisième, et ainsi de suite, en doublant à chaque fois le nombre de grains de riz que l'on met sur la case suivante. Le roi et la cour sont amusés par la modestie de cette demande, mais lorsqu'on la met en œuvre, on s'aperçoit qu'il n'y a pas assez de grains de riz dans tout le royaume pour la satisfaire. Et pour cause, si on s'amuse à faire le calcul, 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32 plus 64 plus 128 plus 256 plus 512 plus 1024 plus 2048 plus 4096 plus 8192 plus 16384 plus 32 000... Ah, bah il n'y a plus de place. Bon. Bougez pas, c'est pas grave, je crois que je connais quelqu'un qui peut éventuellement nous sauver la mise. Lucien, est-ce que vous pourriez nous mettre en communication avec Gilbert, s'il vous plaît? Oui, je sais. Faites ce que je vous dis, mon vieux. Gilbert, mon brave, excusez-moi de vous importuner au milieu de je sais pas trop quoi. J'avais une question pour vous, si vous aviez quelques minutes. Neugier? C'est vous, Neugier? Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez bien que je suis en plein milieu d'un truc hyper important, là. De quoi vous leur parlez encore? De nuages, de vers de terre, de smiley, c'est ça? Vous parlez encore avec votre vieux bout de plastique du Jurassique? Je vais vous dire, moi, depuis cette histoire avec l'astronogeek, là, vous avez vraiment pris le melon. Je leur parle de mathématiques. Bah dans ce cas, je suppose que je peux vous apporter ma contribution. De quoi leur parlez-vous, Walter? Eh bien,
je leur parlais de Sissa et du problème de l'échiquier. Je voulais leur indiquer le nombre total de grains de riz qu'il aurait fallu pour répondre à sa demande. Et malheureusement, j'ai pas eu assez de place sur ma calculatrice. Ah, amateur, non mais vous savez vraiment pas y faire, hein. Attendez, bah, je vais vous montrer ça. C'est pas compliqué. Alors. Bah non, bah attendez, votre travail... Non, faut pas vous inquiéter, c'était juste une réappropriation du théorème de Kuiper. Il me paraissait un peu flou, mal écrit. Je reprendrai ça plus tard, vous inquiétez pas. Comme vous voulez. Donc, si ça est le problème de l'échiquier, c'est très simple. Sur la première case, on a un grain de riz, sur la deuxième case, 2 grains de riz, et ainsi de suite, en doublant à chaque fois. Donc, je vais écrire S, la somme totale des grains de riz qui se trouvent sur l'échiquier. S est égal donc à 1, plus 2, plus 2 puissance 2, plus etc., plus 2 puissance 63, qui correspond donc au nombre de grains de riz qui se trouvent sur la 64e case de l'échiquier. Hein? Vous me suivez, j'espère. J'utilise une petite astuce qui consiste à multiplier par 2 cette somme. Donc 2S est égal à, alors qu'est-ce que ça donne? 1 fois 2, 2, 2 fois 2, 4, que je note 2 au carré, 2 au carré fois 2, 2 puissance 3, plus, etc., jusqu'à 2 puissance 64, c'est ça. Bon. Et qu'est-ce qu'il me suffit de faire pour terminer? Eh bien, je vais soustraire terme à terme les éléments de la première ligne à ceux de la seconde ligne. Et qu'est-ce que ça me donne? À gauche de l'égalité, donc 2S moins S, il me reste S. Et ensuite, je vais soustraire, donc ici on va avoir 2 moins 2, ces deux termes vont s'annuler. 2 au carré moins 2 au carré, ces deux-là vont s'annuler. Le 2 puissance 3 ici va s'annuler avec le suivant. Et le 2 puissance 63 qui est là va s'annuler avec le précédent qui est ici, qui est caché. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste? S égale 2 puissance 64 moins 1 qui reste ici. Voilà. Là, c'est élégant. Là, c'est propre. Oui, sans doute, mais moi, ce que je cherchais au-delà de la démonstration, c'était le résultat, surtout. Nogier, prenez 2 secondes pour contempler l'harmonie de cette équation. C'est magnifique. Ah oui, c'est très harmonieux. Oui, bon, ok, oui, le résultat, hein, c'est ça qui vous intéresse. Oui, vous croyez pas que j'allais faire le calcul à la main, quand même. Bah bon, là, c'est du bon matériel. Pas votre vieux machin, là. Écoutez plutôt. 18 446 744 73 709 551 615. Voilà. Là, c'est quelque chose, hein. C'est pas comme votre vieux truc, là. Bien, merci Gilbert. Bref, c'est 18 trillions et demi de grains de riz, ça paraît beaucoup, mais est-ce que ça l'est vraiment? Eh bien, oui, plutôt. On estime que ça représente plus de 720 000 millions de tonnes de riz, soit plus de 1000 ans de production au rythme actuel. Voilà une belle façon de se représenter l'incroyable pouvoir des puissances, n'est-ce pas? Mais vous restez là, vous, finalement? Oui, je vérifie que vous ne leur disiez pas de sottises. Bon, ce serait pas la première fois, mais là, attention. Vous touchez aux mathématiques. Donc faites gaffe à ce que vous dites, mon vieux. Allez-y, poursuivez. Bien, ça paraît déjà énorme. Et pourtant, le cerveau peut encore à peu près rester dans les rails et essayer de se figurer ce nombre-là. Mais le titre de cette vidéo vous le suggère, plus c'est grand, plus ça fascine. Alors, grimpons encore un peu. Je vois que vous avez encore fait dans la trappe clic. Bravo, vous êtes fiers de vous? Si je vous dis 10 puissance 80, un 1 avec 80 zéros derrière. Encore une fois, notre cerveau va avoir tendance à penser que c'est pas tant que ça, qu'on peut encore l'écrire avec un peu de patience, et que donc ça ne doit pas être si énorme. Et encore une fois, nous voilà désabusés par le pouvoir des puissances. Ce nombre est une estimation de la totalité des atomes dans l'univers visible. Oui, enfin c'est une conjecture, hein. On se doute très probablement que le nombre est compris entre 10 puissance 80 et 10 puissance 85. On continue ? On va arriver au nombre qui a inspiré le nom du moteur de recherche le plus utilisé de nos jours, 10 puissance 100. Donc on est bien d'accord, 10 fois 10 fois 10 fois 10, 100 fois comme ça. Ce nombre, un 1 suivi de 100 zéros donc, s'appelle un Google. Mais s'écrit comme ça.
Il équivaut donc à 10 sexdéciliards. Et même si, encore une fois, on peut l'écrire sans trop de difficulté, il est bien plus grand que le précédent. Pour que vous puissiez vous rendre compte une fois de plus d'à quel point ce nombre est grand, si on utilisait un Google d'atomes, il faudrait, à peu de choses près, autant d'univers tel que nous le connaissons qu'il y avait de grains de riz sur l'échiquier de Sissa tout à l'heure. Ça y est, ça commence à te donner un peu le vertige? On continue. Allez, faisons un grand bond cette fois-ci. 10 puissance Google. Donc on est bien d'accord, 10 fois 10 fois 10 fois 10 et tout ça, 10 sexdéciliards de fois. On appelle ce nombre un Googleplex. Un 1 suivi de Google 0 derrière. Ce nombre est tellement grand que même si l'on trouvait un moyen d'écrire un chiffre à la surface d'un atome, il ne s'en trouverait pas assez dans tout notre univers pour ne serait-ce que l'écrire. Gilbert, avant d'aller vraiment plus loin, vous voulez peut-être nous parler un peu des itérations de Knut et du nombre de Graham? Mais bien sûr, bien sûr. Par contre, accrochez-vous, hein, parce que là, ça décoiffe 2 minutes. Alors, l'idée du mathématicien Knut était de généraliser les opérations multiplication et puissance. Pour rappel, une multiplication est une itération d'addition. Exemple, 2 fois 4 est égal à 2, plus 2, plus 2, plus 2, avec le nombre 2 qui apparaît 4 fois dans cette suite d'addition. De la même manière, une puissance est l'itération d'une multiplication. Par exemple, 2 puissance 3, eh bien c'est 2 fois 2 fois 2, avec 3 fois le nombre 2 qui apparaît dans la multiplication. Hein, j'espère que vous me suivez. À partir de ce principe, Knut introduit une nouvelle notation qu'il définit ainsi. Par exemple, eh bien 3 flèche 3 est défini comme 3 puissance 3, c'est-à-dire 3 fois 3 fois 3, donc 27. Mais on peut pousser une étape un peu plus loin en introduisant l'opérateur double flèche, comme ceci. 3 double flèche 3, eh bien cette fois-ci on va itérer l'opérateur simple flèche, c'est-à-dire 3 flèche 3 flèche 3, avec le nombre 3 qui apparaît 3 fois dans cette opération de simple flèche. Ce qui donne donc 3 puissance 27. On a calculé ce 3 flèche 3 au-dessus, et donc ce 3 puissance 27 qui donne 7625 597 484 987. Voilà. Et on peut définir de la même manière l'opérateur triple flèche, quadruple flèche, quintuple flèche. Je vous laisse imaginer les nombres que l'on peut atteindre grâce à cette notation. Pour se faire une idée, juste comme ça, si on prend 3 triple flèches 3, et bien par définition, c'est égal à 3 double flèche 3, double flèche 3, avec 3 fois le nombre 3 qui apparaît dans cette suite d'opérations double flèche. Et donc, c'est égal à 3 double flèche 7625 597 484 987. Ou encore 3 simple flèche 3, simple flèche 3, etc. Et ce, avec 7625 597 484 987, occurrence du nombre 3 dans cette suite d'opérations simple flèche. Et Graham dans tout ça? Ah oui, excusez-moi Walter. Donc le nombre de Graham est resté longtemps célèbre pour avoir été le nombre le plus grand à jamais avoir été utilisé dans une démonstration mathématique. On peut l'obtenir de manière récursive de la façon suivante. Alors la première étape de cette récursion est le nombre 3 quadruple flèche 3. Ce nombre va nous donner le nombre de flèches qui vont apparaître à la deuxième étape de cette récursion. Vous appliquez ce principe 64 fois. Je vous laisse imaginer le nombre de flèches qui se trouve à la dernière étape. Et nous obtenons ici le nombre de Graham. Et malgré son incroyable grandeur, comme je vous le disais, ce nombre a déjà servi dans une démonstration mathématique extrêmement complexe que bon, je ne veux pas détailler ici, hein, parce que... Enfin bon. Parce que vous voulez dire que mes abonnés ne sont pas des lumières, c'est ça, Gilbert? Enfin, ils sont abonnés à votre chaîne, donc... Enfin bon,
voyez quoi, on peut trouver plus... Enfin bon, ils sont combien En ce moment, un peu moins de 50 000. Ah oui, tant que ça. Décidément. Bon, donc, si je comprends bien, même sans chercher à écrire le nombre de grammes avec notre système décimal, ce qui ne fait de toute façon plus de sens depuis 10 puissance 80, ce nombre n'aurait donc pas assez de place pour écrire toutes ces flèches, même en diminuant la taille de la police d'écriture à celle d'un atome? Et de loin. Vertigineux, n'est-ce pas? Mais attendez un peu, ces nombres incroyables ne sont finalement que peu de choses, puisqu'une fois rendus à ces grandeurs inimaginables, il est un concept qui les surpasse tous et qui vous donne presque l'impression, dans cette course vers les grands nombres, de ne pas être allé beaucoup plus loin que 1. L'infini. Oui, Lucien? Une suggestion rapide? Vous avez essayé les patins à roulettes? Pardon? Ce bon vieux Marius, vous vous souvenez? Oui, votre majordome, oui. Il était trop lent. J'ai essayé de le mettre sur des patins, le bougre. Intéressant. Et du coup, ça a marché? Bon, disons que la seule chose que ça a accéléré, c'est son voyage vers la morgue. Ah. Merci, Lucien. Zénon. Oui, on peut en parler, c'est vrai. Bien. Avant de se lancer dans les méandres de pensée et de subir les nœuds aux neurones que de tels concepts ne vont pas manquer de susciter dans vos boîtes crâniennes, il faut d'abord que je vous parle de Zénon et de son paradoxe de la dichotomie. Imaginez un archer et 100 mètres plus loin une cible. L'archer décoche une flèche vers la cible, on suppose qu'elle part vers le centre de la cible parce qu'on a affaire à un très bon archer, et donc, mathématiquement, Zénon d'Élée, philosophe grec du IVe siècle avant notre ère, considère la chose suivante: au moment où la flèche est effectivement en vol et qu'elle quitte l'arc, il lui reste 100 mètres à parcourir pour atteindre la cible. Attendons qu'elle en parcourt la moitié, et à ce moment-là, reconsidérons la distance qui lui reste à parcourir, soit 50 mètres. Bien vu, Eudes. Attendons qu'elle en parcourt encore la moitié, et à ce moment-là, reconsidérons la distance qui lui reste à parcourir, soit 25 mètres. Eh bien, Zénon se dit que la distance totale peut être divisée en 2, puis en 4, puis en 8, puis en 16, et comme ça une infinité de fois, et que donc, mathématiquement, la flèche n'arrivera jamais jusqu'à la cible, puisqu'il lui reste toujours une infime distance à parcourir avant de toucher effectivement le but de son vol. Il faudrait pour cela que soit franchie effectivement une série infinie d'étapes, ce qui est impossible. Cette considération est appelée le paradoxe de la dichotomie parce qu'on constate empiriquement que la flèche atteint bel et bien la cible et qu'elle vient s'y planter. Et ce paradoxe se résout en soutenant que le mouvement est continu. Le fait qu'il soit divisible à l'infini ne le rend pas impossible pour autant. Et de plus, en analyse moderne, le paradoxe est résolu en utilisant fondamentalement le fait qu'une somme infinie de nombres strictement positifs peut converger vers un résultat fini. Gilbert ? En effet, si on prend la somme strictement positive, 1/2 plus 1/4 plus 1/8, plus etc., eh bien, le résultat ne converge pas, comme on pourrait l'imaginer, vers l'infini, mais vers 1. Attendez, je vais vous montrer. Non, merci Gilbert, c'est très gentil, mais je vais devoir enchaîner là. Bien, je parlais donc d'infini tout à l'heure. Mais finalement, qu'est-ce vraiment que l'infini? Zénon pensait toucher du bout du doigt l'idée, mais ce n'est pas tout à fait ça. Est-ce un nombre? Je veux dire, on le trouve nulle part sur la ligne des nombres, aussi loin qu'on regarde. Et pourtant, malgré tout, nous disons souvent des choses comme « Oh, il y a un nombre infini de... » inséré ici un mot quelconque. Et en l'état de nos connaissances actuelles, l'infini pourrait bien être réel. L'univers pourrait bien avoir une taille infinie, s'étendant sans fin, bien au-delà de la partie que nous pouvons observer. Bien au-delà même de ce que nous pourrions espérer observer. Et voilà exactement ce qu'est l'infini. Ce n'est pas un nombre à proprement parler, mais plutôt une taille. La taille de quelque chose qui ne se termine pas. L'infini n'est donc pas le plus grand nombre, c'est plutôt une définition de combien il y a de nombres. Pour autant, et peut-être que je vais en surprendre certains, il y a plusieurs tailles d'infini. Et ouais. Le plus petit infini est ce qu'on appelle l'infini dénombrable, le nombre d'heures qu'il faut pour atteindre toujours.
Et c'est aussi le nombre de nombres entiers qui existent. Gilbert? En effet, les nombres dont nous nous servons pour compter tous les jours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., eh bien, cet ensemble ne se finit pas, mais il est dénombrable. C'est-à-dire que l'on peut compter d'un élément de la liste à un autre, et ce, dans un temps fini. Même si ce temps fini est plus long que votre propre vie, ou plus long que la durée de vie de l'univers, ça reste un temps fini. L'infini indénombrable, en revanche, est littéralement plus grand. Trop grand pour pouvoir ne serait-ce que commencer à le compter. L'ensemble des nombres réels qui existent, pas simplement les entiers, mais tous les nombres entre ces entiers, est indénombrable. Vous ne pouvez littéralement pas compter tous les nombres réels compris entre 0 et 1 dans un temps fini. Et où commenceriez-vous d'ailleurs? 0, oui, merci Donongo, mais après 0,00000000000. 8. Non, encore perdu, Tados. Non, on imagine bien qu'il doit y avoir un 1 quelque part, à la fin, mais il n'y a pas de fin. On pourra toujours ajouter un nouveau 0. Le fait qu'on ne puisse pas le compter fait de cet ensemble quelque chose de bien plus grand que tous les nombres entiers de tout à l'heure. Et même entre 0 et 1, il y a déjà plus de nombres possibles qu'il n'y avait de nombres entiers tout à l'heure. Vous ne me croyez pas? Gilbert? La diagonale de Cantor. Regardez, je vais vous montrer. Pour voir si deux ensembles ont la même taille, il faut voir si on peut faire une bijection entre eux. C'est-à-dire prendre un élément d'un des ensembles et l'associer avec un unique élément de l'autre ensemble. Bien, imaginez qu'on puisse lister tous les nombres réels compris entre 0 et 1. Puisqu'on ne peut pas le faire dans l'ordre car on ne saurait pas par où commencer, imaginons qu'on les génère au hasard et pour toujours sans aucune répétition. Chaque nombre ainsi obtenu peut être associé avec un nombre entier. Par exemple celui-ci avec le nombre 1, celui-ci avec le nombre 2, 3, et ainsi de suite. Pour le moment, si l'on peut associer 2 à 2 chacun des éléments, on pourra dire que l'infini indénombrable et l'infini dénombrable ont la même taille, ou le même cardinal. On dit alors que l'on peut opérer une bijection entre ces deux ensembles. Maintenant, regardez bien. Si je m'intéresse à la diagonale de cette liste, regardez. Je prends le premier nom, ici après la virgule, et j'y ajoute 1. Ici, le 0, j'y ajoute 1 aussi. Ici, je fais de même. Et là, puisque c'est un 9, je vais retrancher 1. Et donc pour chacun de ces nombres, j'ajoute systématiquement 1, ou bien je retire 1 si c'est un 9. Par exemple, il y a d'autres manières de faire les choses. J'obtiens ainsi un nombre qui n'est nécessairement pas dans la liste des départs, puisqu'il est différent de chacun des autres éléments, au moins en un point. Je n'ai donc pas assez d'entiers de l'autre côté pour opérer une bijection avec ce nouvel ensemble. L'infini indénombrable est infiniment plus grand que l'infini dénombrable. Et voici quelque chose d'autre qui est vrai, mais contre-intuitif. Il y a le même nombre de nombres pairs que de nombres entiers. Ça peut sembler ridicule au départ, Clairement, on se dit que non, qu'il doit y en avoir moitié moins, mais cette intuition est fausse. L'ensemble des nombres entiers est plus dense, mais chaque nombre pair peut être associé à un nombre entier et vous ne manquerez jamais de nombre ni d'un côté ni de l'autre. Cette bijection montre bien que ces deux ensembles ont la même taille. En d'autres termes, l'infini divisé par 2 est toujours l'infini. L'infini plus 1 est également l'infini, et pour l'illustrer, il va falloir qu'on parle de l'hôtel de Hilbert. Pardon? Non, pas vous, Gilbert. J'ai dit Hilbert. Ah. Imaginez un hôtel, donc, avec un infini dénombrable de chambres. Imaginez que chaque chambre est occupée par un client. Apparemment, on se dirait bien que l'hôtel est complet. Pas vrai? Eh bien non. Les ensembles infinis vont bien au-delà du sens commun. Si un nouveau client arrive à la réception et veut une chambre, tout ce que l'hôtel a besoin de faire, c'est de déplacer le client de la chambre 1 dans la chambre 2, celui de la chambre 2 dans la chambre 3, et ainsi de suite. Puisque le nombre de chambres ne s'arrête pas, on ne peut pas ne pas en avoir assez. Ça nous laisse donc la chambre 1 de libre pour le nouvel arrivant, qui sera donc au rez-de-chaussée. On ne peut pas tout avoir non plus. Et bien sûr, l'infini moins 1, c'est également l'infini,
Puisque si l'un des individus décide de s'en aller de l'hôtel de Hilbert, on peut déplacer tout le monde dans le sens inverse, puisque nous avons un nombre infini de clients et aucune chambre ne restera vide. Vous pouvez d'ailleurs retirer n'importe quel nombre fini à l'infini, et il vous restera toujours l'infini. Bien. Écoutez, je vous remercie, Gilbert, pour nous avoir démontré les points épineux du sujet du jour. Je ne manquerai pas de vous recontacter si d'aventure un pourquoi mathématique venait à me titiller. Allons, Nogier, pas de ça entre nous, hein. Allez, à la prochaine. Ah, oui, c'est expéditif. Bon, c'est pas grave. Excusez-moi, un appel. Gilbert? Oui? Gilbert, mais on vient de... Dites, Nogier, j'ai juste oublié de vous dire. Dormez bien. Que je dorme bien? Qu'est-ce que vous voulez? Bah... Il est con ou quoi? Dormez bien? Ça va pas, c'est flippant son truc là. Pour finir, il faut que je vous dise que malgré l'incroyable immensité que représente ce simple mot, l'infini, il existe des mathématiciens qui imaginent et qui se servent de choses encore plus vastes, plus grandes que l'infini. Des nombres qu'il est impossible de construire en un temps fini. Des nombres qu'ils qualifient d'inaccessibles. Serviront-ils concrètement un jour? Nous n'en savons rien. Mais quoi qu'il en soit, ces différents immenses nombres, ces différentes notions infinies sont si énormes qu'en vérité on ne sait même pas si elles existent vraiment ou si elles pourraient trouver un jour une application dans notre univers physique. Si un jour la physique leur trouve un usage, tant mieux. Sinon, tant mieux aussi. Cela voudra dire que nous avons, avec notre cerveau, cette toute petite chose, cette chose immensément plus petite que la minuscule planète sur laquelle il vit, nous avons donc découvert quelque chose de vrai, en dehors de notre univers physique. Quelque chose qui s'applique à notre monde, mais qui est également suffisamment puissant pour aller plus loin encore. Plus loin que ce que notre univers tout entier peut contenir. Et, le temps de cette vidéo, votre cerveau en a été capable. Alors réjouissez-vous de ça, restez éveillés, et n'oubliez pas de vous demander pourquoi. À la prochaine. SMS, Gilbert. Dormez bien. Qu'est-ce qu'il me veut, ce con?